Picard. Ouais, parce que maintenant j'ai décidé de plus m'adresser qu'aux Picards et aux Picardes, voire même strictement aux électeurs de la première circonscription de la Somme, parce que quand même c'est un outil de campagne ce qu'on fait là. Et donc les autres ils sont les bienvenus, ils peuvent rester quand même, mais enfin bon voilà, il faut que on aille clairement chercher des voix de ce côté-là. Ce qu'on essaye de faire en fait c'est une jacquerie électorale. Et donc je me suis dit, bah, tiens, je vais regarder ce que c'est que la jacquerie, parce que la jacquerie, c'est parti de Picardie. C'est même resté essentiellement, donc cette révolte paysanne, elle est même restée essentiellement en Picardie. Et donc je me suis mis à bouquiner, à regarder sur Internet et tout ça. J'ai commandé La Jacquerie, qui est donc un bouquin écrit par Maurice Domanger, qui était un instit, qui aurait pu devenir un grand universitaire, mais qui a choisi de rester instituteur, mais qui a quand même produit une œuvre en matière d'analyse historique. On y va pour un petit cours d'histoire. Hein, on va se dire qu'il y a peut-être des leçons à en tirer pour aujourd'hui. La jacquerie, c'est une révolte paysanne qui se déroule en 1358. Alors pourquoi 1358? Bon, il y a la guerre qui dure, il y a les récoltes qui sont piétinées, il y a des levées d'impôts permanentes, bon, il y a une paysannerie qui est humiliée, mais qui finalement a quelque part l'habitude d'être humiliée, il y a les maladies, il y a tout ça. Bon, pourquoi ça se déroule en 1358? 2 années auparavant, en 1356, il y a une défaite à Poitiers, une défaite de la noblesse française face aux Anglais, et non seulement les nobles perdent, mais en plus ils fuient lâchement. Et donc là, en fait, il y a quelque chose qui est important, c'est que les paysans se mettent à éprouver du mépris pour les nobles. Et donc quand les nobles, dont on a entendu le récit, soit ils les ont vus directement, les paysans fuir devant l'ennemi, soit ils ont entendu le récit de leur lâcheté, et que les nobles reviennent faire les fiéraux sur leurs terres, les paysans, ils supportent plus ça. Ils les regardent, ils ne peuvent plus considérer comme étant une donnée naturelle la supériorité des seigneurs. Et donc ils se révoltent. C'est vachement intéressant cet élément psychologique. Parce que ça veut dire que si on veut avoir peut-être aujourd'hui une révolte, eh bien en effet, montrer la faiblesse, la lâcheté de l'élite, c'est quelque chose qui est psychologiquement important. Et je pense que, par exemple, Merci Patron, pour revenir à mon cas, mais un truc qui montre la faiblesse, les failles de cette élite, mais dans un autre registre, si on se souvient de l'interview de Arnaud Lagardère aux côtés de Jade, sa fiancée, c'est un truc qui met cette élite à nu. Et donc je pense que si on veut avoir une révolte contre ces seigneurs dont il semble aujourd'hui naturel, qui gagnent des milliers, voire des millions de fois plus, des centaines de milliers de fois plus que les gens normaux, là, le rapport d'Oxfam, c'est quand même 8 personnes dans le monde qui détiennent plus que les 50% les plus pauvres de la planète. Si on veut avoir une révolte contre ça, ben, comme pour la jacquerie, il faut avoir quelque chose des phénomènes psychologiques qui montrent qu'ils sont des anecdotes, qui montrent qu'ils ne sont pas d'une essence supérieure. Donc ça, c'est la première leçon. Ensuite, le motif immédiat, c'est qu'on demande aux paysans de remettre en état les châteaux pour protéger contre une révolte qui se déroule à Paris, menée par les bourgeois et Étienne Marcel. Et donc, les paysans, on leur dit de se rassembler, de s'armer, de venir remettre en état les châteaux pour se protéger contre cette révolte parisienne. Les paysans, ils entendent une partie du mot d'ordre, rassemblez-vous, armez-vous, mais ils font tout le contraire sur la deuxième partie, c'est-à-dire qu'à la place d'aller restaurer les châteaux pour que ça devienne des saines fortifications, ils se décident à aller les brûler et à aller les vandaliser. Donc ils se révoltent contre... C'est une révolte contre cette ordonnance qui leur est faite. Il y a un chef dans cette jacquerie qui s'appelle Guillaume Calle. C'est toujours intéressant de faire surgir comme ça des personnages un peu anonymes. Par exemple, il y a un autre héros anonyme de cette révolte qui est à Abbeville, qui s'appelle Jean de Lamarre, qui sur la place publique vient faire une injonction aux habitants en leur disant il vous suffirait de lever le doigt pour anéantir tous les riches qui se trouvent dans la cité, il dit. Bon, le résultat immédiat pour lui sera d'avoir la tête tranchée, qu'elle soit exposée à une porte de la ville et qu'il ait son corps traîné dans les rues. Donc voilà, mais le grand chef de cette révolte, c'est Guillaume Calle, qui a participé sans doute à des guerres. On ne sait pas grand-chose, c'est toujours le problème de cette histoire populaire, c'est qu'on ne sait pas grand-chose sur ce peuple, d'autant plus quand il est vaincu. Donc dans un premier temps, il mène une guérilla, puis c'est une véritable armée qui se constitue, et là, face à l'armée des nobles, Guillaume Calle conseille
de se replier sur Paris, où il y a une révolte aussi, de faire en fait opérer une jonction de classe. Mais les Jacques, on appelle ça la jacquerie, parce que les Jacques, Jacques Bonhomme, c'est le surnom qu'on donne aux paysans. Donc les Jacques refusent de se replier sur Paris, eux ils veulent affronter les nobles, donc Guillaume Cal s'y résout et accepte d'affronter les nobles, il prépare la défense vraisemblablement devant Clermont. Il y a un début de bataille, et là, à la surprise des nobles, les Jacques sont très intrépides, ils crient, ils font sonner le corps, ils y croient et tout ça, et donc les nobles sont un peu déstabilisés. Et donc ils proposent un armistice, et ils disent, bon, négocions, discutons, faites venir votre chef, Guillaume Cal va à Clermont, et il y va en confiance. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne demande pas d'otages en échange. Qu'est-ce qu'ils font, les nobles? Ils le prennent, ils le jettent à bas du cheval, ils le piétinent, ils le tuent, ils lui font subir un supplice ouais, donc comme quoi il ne faut jamais avoir confiance en eux, quoi. Ça, c'est une leçon qu'on va tirer de Guillaume Cal, ne jamais avoir confiance en eux. Après ça, les Jacques vont aller de défaite en défaite. Sans chef, ils vont être un petit peu perdus. D'un côté, il est certain que les Jacques ont tué quelques centaines de nobles, qu'il y a eu des supplices aussi, qu'il y a eu des femmes violées, qu'il y a eu tout ça. Et de l'autre côté, on est sûr que rien qu'en Picardie, en 10 jours, il va y avoir plus de 20 000 paysans qui vont être tués dans la contre-jacquerie. Rien qu'en Picardie. Et on va voir, voilà, c'est quasiment une leçon de l'histoire, c'est le charnier des humbles, il monte toujours plus haut que celui des puissants. Et il y a une phrase de Napoléon qui est citée dans le bouquin de Maurice Demangé que j'ai trouvé intéressant. Il dit « La démocratie », il dit Napoléon, mais il faut entendre le peuple. « Le peuple peut être furieux, mais il a des entrailles, on l'émeut. Pour l'aristocratie, elle demeure toujours froide, elle ne pardonne jamais. » Et donc voilà, on a là, avec la jacquerie, un espèce d'éclair dans une longue nuit paysanne, dont on va retrouver des échos ensuite, évidemment, au moment de la Révolution française, notamment avec la Grande Peur, et puis il y a d'autres échos qui se déroulent ailleurs en Europe. Mais voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à lire la jacquerie de Maurice Demangé, et moi je cherche, finalement, quelles sont les racines locales, qu'est-ce que je peux susciter dans l'imaginaire des gens de mon coin pour raviver un peu des étincelles, de l'espérance, de la révolte et tout ça. Et donc j'en trouve dans le personnage de Lafleur, issu de la Révolution française et qui va mettre des coups de pied au cul des propriétaires. J'en trouve en citant Robespierre, Danton, Gracchus Babeuf, Camille Desmoulins, Saint-Just, qui tous sont issus de la Picardie élargie, puisque c'est le territoire où on parle picard, donc ça comprend aussi une partie du Pas-de-Calais. Mais voilà, et aussi en allant chercher les Jacques, en proposant aux gens, en leur racontant cette histoire, en leur disant, ben voilà, aujourd'hui opérons une jacquerie électorale, en espérant qu'elle se termine un peu mieux que celle qui s'est déroulée au XIVe siècle. Voilà. Je voulais rajouter un mot sur les seigneurs, là. Mais bon, j'ai plus le même t-shirt, c'est plus la même lumière et tout ça. Tu te démerderas, Clémentine. Non, le problème aujourd'hui, pour les Jacques que nous sommes, ou qui nous entourent, qui vont se faire la virer de chez Whirlpool, c'est que par exemple, les Jacques de chez Whirlpool, ils ne voient pas les châteaux que se construisent les PDG, que se construisent les actionnaires de Whirlpool. Les Jacques de chez Sanofi, les ouvriers ou les employés qui s'en font exclure, ne voient pas les châteaux que se construisent les actionnaires de Sanofi. Et de ce fait-là, cette disjonction géographique, ça fait que la conscience, pour ainsi dire, une espèce de conscience de classe, ça ne surgit pas de la même manière. Donc nous avons à opérer constamment un geste politique en tentant de rapprocher ces deux univers, d'en offrir des figures, de montrer les richesses d'un côté, tu vois, donc c'est quand même une grosse différence par rapport à ce qui s'est produit au moment de la jacquerie, où je cite souvent le cas des usines Saint au 19e siècle dans la vallée de la Nièvre, quoi. Vous m'avez fait revenir, parce qu'il paraît qu'il faut que je parle de la primaire du Parti Socialiste, que sinon ça manque au bulletin. Pour moi, je trouvais pas que ça manquait tant que ça, mais bon. Moi, je sais pas, j'avais vite pigé que c'était bidonné le nombre de suffrages, parce qu'ils nous annoncent
1 million sur 70% des bureaux de vote à 17 h. Donc ça veut dire que si on passe sur 100% des bureaux de vote, on doit être à 1,6 million. Et quand ils se mettent à dépouiller à 20 h, ils sont même pas encore à 1,6 million. Enfin, il n'y a même pas encore 1,6 million. Donc il y a un problème dans le truc. Donc tout de suite, je me suis dit, c'est bidonné, mais pour moi, c'est bidonné depuis 17 h. Mais bon, on s'en branle, non? Mais ceci dit, pour revenir au sujet sur la jacquerie et les mettre à nu, les seigneurs pour qui on peut éprouver du mépris et tout ça, ces petits menteurs qui vont défiler devant toutes les caméras de télévision de France en bidonnant leurs statistiques, je pense que c'est aussi quelque chose qui contribue à pouvoir susciter le sentiment que déjà ils ne nous sont pas supérieurs malgré le chauve là, Thomas Clé avec son beau costume et tout ça, Borgel, machin. Je pense que c'est un truc, ça contribue aussi à les démystifier. Et que le lendemain, la presse ne les traite pas plus ouvertement de menteurs et continue à avaler les salades de Borgel sur quoi il y a eu un bug, oui il y a un mec qui a un peu tapé sur un bouton mais c'était pas le bon. Enfin, bon, c'est complètement ridicule. Bon, sinon sur le résultat en lui-même, bon, on peut quand même être content que Valls se soit pris une baffe symbolique dans les urnes. L'homme le plus à droite du Parti Socialiste, le monsieur qui faisait 5% aux dernières primaires, l'homme du 49.3, de la loi travail. Bon, un jour ça se paye, même sur un électorat réduit, puisqu'on nous disait plus l'électorat est réduit, plus ça va être les socialistes, et donc Valls va s'en sortir. Donc même sur un électorat réduit, Valls ne s'en sort pas. Donc maintenant il y a toute une propagande qui vient nous dire que c'est le candidat du réalisme, si on veut gagner la présidentielle, c'est avec Valls. Vous savez cette phrase je préfère avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron. Moi, je peux préférer perdre avec un Mélenchon ou éventuellement avec un Hamon que de gagner avec un Valls, parce que je vois pas tellement le sens qu'aurait une victoire de la gauche avec 10 708 guillemets autour si c'est Valls qui porte cette victoire-là. Ça ne serait qu'annonciateur de renoncement, de résignation successive qui nous emmènerait encore plus au fond du trou que Hollande. Donc bon, alors après, donc du coup, ça nous rend sympathique Hamon presque, on nous dise que voilà, il a fait une belle campagne, il se tient droit, donc bon voilà, c'est quelqu'un de plus qu'honorable et il faut saluer sa victoire sur Valls. Je me référerai toujours à mon Maurice Criégel-Valrimont, donc grand résistant, homme qui libère Paris en août 1944 et qui me dit le Parti Socialiste n'est pas la force motrice à gauche. Lui qui se fait exclure du Parti communiste, qui a toutes portes ouvertes pour devenir député socialiste et qui s'y refuse pour une raison simple, le Parti socialiste n'est pas la force motrice à gauche. Ça veut dire que si on veut que même le Parti socialiste soit de gauche, eh bien, il faut quelque chose qui le tire. Donc c'est notre responsabilité aujourd'hui, dans les élections à venir, à la fois la présidentielle et les législatives, que de mettre en place cette force qui viendra tirer la gauche sur la gauche, quoi. Et donc, voilà, indépendamment du scrutin du Parti Socialiste, nous avons cette responsabilité-là, pour moi, dans ma petite circonscription, en tout cas. Pour les élections législatives, ma campagne dans la Somme, à Amiens, est en cours. On a trouvé un local, il y en a qui sont en ce moment en train de bosser pour qu'il soit un peu refait et puis qu'il soit habitable. On a un ou deux camions, et puis j'ai commencé à faire pas mal de projections de Merci Patron dans votre salon. Et notamment, je me suis trouvé à Piquigny, dans le salon là de Brigitte et Lucas. Et je suis assez fier d'être invité chez Brigitte et son fils Lucas qui dit moi, avant Merci Patron, la politique, je m'en foutais. Et puis là, qui envisage de s'engager à mes côtés pour une élection, donc je trouve ça vachement chouette. Pareil pour sa mère qui travaille dans une maison de retraite, qui est aide-soignante dans une maison de retraite. Et donc pendant que le film était projeté dans le salon avec un verre à boire et puis des gâteaux apéro et tout ça, dans la pièce à côté, en chuchotant, on a un peu discuté. Elle m'a raconté sa vie d'aide-soignante, ce qu'elle appelle dans une usine à vieux. Parce que c'est la manière dont elle le vit. Là, par exemple, il y a une épidémie de gastro-entérite. Ça commençait par 3 cas et elle me dit si jamais on avait eu des masques, si jamais on avait eu du désinfectant, si jamais on avait eu des alaises, si jamais on avait eu le matériel, eh ben on aurait pu contenir l'épidémie.
Mais même pour du désinfectant, ça a mis plusieurs jours. Il a fallu que les agents techniques prennent leur voiture pour aller en chercher à droite, à gauche et essayer de... Parce qu'ils n'ont pas de moyens. Là, elle me dit, on est 3 aides-soignantes pour 85 personnes. Donc, on fait rien. Un jour, on essaye de laver les cheveux, le lendemain, les pieds, mais on ne fait jamais prendre de douche. C'est pas possible. Et donc, il y a eu une épidémie de gastro-entérite. Là, il doit y avoir 26 personnes malades en même temps, soit un tiers quasiment de la maison de retraite, de l'EHPAD. Et donc, et il y a un petit drame au milieu de cette maladie. Ils avaient un couple et la femme, elle a fait un AVC. Elle est en fauteuil roulant, elle est angoissée et la seule personne qui parvient à calmer ses angoisses, c'est son mari. Et là, son mari, il a chopé la gastro. Donc, il a été déplacé, mis dans un autre étage et tout ça. Et la femme, elle est complètement angoissée. Donc, elle est dans son fauteuil roulant dans le couloir. Elle crie « Mon biquet, où te trouves-tu, mon biquet, où te trouves-tu » Et elle crie, elle est angoissée comme ça. Et Brigitte me dit « Mais si j'avais le temps, si je pouvais vraiment apporter du soin, faire mon travail correctement, j'aurais mis un masque, j'aurais mis du désinfectant, j'aurais poussé son chariot pour la monter, qu'elle voit son mari, que ça la calme un peu, qu'elle ne croit pas qu'il a disparu. Mais là, nous n'avons pas le temps. J'ai pas le temps de faire ce geste humain qui va permettre de calmer l'angoisse de cette personne âgée. Je pense que c'est quelque chose qui doit être très dur à vivre, évidemment pour la vieille dame, mais aussi pour les soignants qui ne souhaitent plus, les aidants qui n'aident plus ou qui aident mal et qui rentrent chez eux avec ça. Et oui, je vois un lien qui serait à rétablir et ça prendra un peu de temps, mais entre ça et l'impôt sur les sociétés, parce que c'est 3 à 4 milliards qui disparaissent et c'est autant d'emplois qui ne sont pas créés dans les maisons de retraite où donc se développe une vieillesse à 2 vitesses, avec la silver economy pour ceux qui ont les moyens de payer, et puis les autres qui sont relégués dans ces usines à vieux. Et puis, ou avec encore le TSCG, le traité Sarkozy-Merkel signé par Hollande, qui dit qu'on ne doit pas dépasser de 0,5% de déficit par an, avec la Banque Centrale Européenne qui accorde une crédibilité aux banques commerciales, mais qui ne vérifie pas si derrière ces liquidités vont véritablement aux collectivités et ainsi de suite qui en ont besoin. C'est compliqué, mais il y a un lien entre cette femme qui crie « mon biquet » dans un couloir d'une maison de retraite et les décisions prises par Mario Draghi à Francfort. Voilà. Et vous nous envoyez pas tellement de questions, hein, allez-y, hein, envoyez-nous chaud, on va tenter d'y répondre, quoi. Et puis sinon on dit quoi, à la prochaine fois, quoi, hein. Je m'avoue me panne des pouces bleus, puis ciao.